Bien, la revue de presse déconfinante nous a fait sortir un bon instant de l'univers proprement juridique. Nous allons y replonger de plus belle, mais comme promis, dans une perspective européenne et pas des moindres, puisque nous traversons la grande Europe ce soir, celle du Conseil de l'Europe, pour interroger son rôle, ses possibilités, le champ des possibles ou des impossibles en matière de réaction face à la crise. Et pour ce faire, c'est tout d'abord donc Colombine qui va nous poser les termes d'un débat qu'on espère animer autour de cette question de savoir si le Conseil de l'Europe pourra nous sauver de la crise des États de droit qu'elle a plus précisément envisagée ici. Merci Marc. Alors, mon objectif ce soir est de tenter d'esquisser, d'entrevoir ce que la Cour européenne des droits de l'homme pourra faire face à la crise et en particulier face à la crise de nos États de droit. Crise déjà existante mais approfondie, catalysée par les différents régimes d'exception mis en place au sein de la Grande Europe depuis 2 mois. Inspiré par le questionnement de notre cher présentateur Marc sur l'existence d'éventuels super pouvoirs de la Cour européenne des droits de l'homme, je vais m'interroger sur la question essentielle de savoir si la Cour européenne des droits de l'homme, face au coup de butoir sur les principes de l'état de droit induit par la lutte contre le Covid-19, s'apparenterait à Wonder Woman ou à Super Dupont. La première, Wonder Woman, princesse amazone forte et indépendante, tout droit sortie de la mythologie grecque, est résolue à annihiler les nazis et plus largement la guerre et son dieu Arès. Un premier point commun avec la Cour européenne des droits de l'homme s'impose d'emblée. Cette dernière, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a justement pour but ultime d'éviter le retour à un conflit mondial. Partant du diagnostic que des régimes totalitaires et autoritaires étaient à la source du conflit, les pères de la Convention l'ont conçue comme la conscience de l'Europe, vouée à assurer le maintien des démocraties libérales par la garantie des droits civils et politiques. Le second, Super Dupont, anti-héros de fluide glacial, attaché au camembert et au vin français, est déterminé à lutter contre l'anti-France, dont l'unique but est de détruire notre chère patrie des droits de l'homme. Si le parallèle avec la Cour européenne des droits de l'homme est ici moins évident, des points communs peuvent néanmoins être trouvés. La Cour n'est vouée à intervenir qu'en dernier ressort, après épuisement des voies de recours nationales et si ces dernières ont failli à réparer une violation d'un droit garanti dans la Convention. La Cour a en outre développé la technique de la marge nationale d'appréciation, laissant, en fonction des circonstances de l'affaire et des droits touchés, une plus ou moins grande latitude à l'État pour limiter les droits conventionnels. Elle reconnaît donc des particularités nationales chères à notre Super Dupont. Mais cette première brève analyse ne saurait suffire pour apporter une conclusion solide quant au modèle super-héroïque auquel répond notre chère Cour. 2 points doivent être scrutés à la loupe pour y parvenir. J'examinerai d'une part quels sont les super-pouvoirs dont jouit la Cour et d'autre part quels sont les super-méchants auxquels elle est confrontée. Quels super-pouvoirs donc ? Je voudrais m'attarder ici sur le choix de notre cher présentateur lors d'une émission passée d'utiliser notre convention comme simple carton bleu, là où notre Constitution française, qualifiée de norme suprême, toujours par ce même présentateur, a été adoubée carton rouge. Est-ce à dire que la Convention et son organe de contrôle, la Cour, ne serviraient qu'à formuler des avertissements polis face aux États, là où la Constitution et le Conseil constitutionnel seraient dotés de moyens de persuasion plus efficaces? Est-ce à dire également que la Convention serait inférieure à la Constitution? Sur le premier questionnement, il est clair que les pouvoirs dont dispose la Cour sont nettement moins efficaces à première vue que ceux du Conseil constitutionnel. Si elle est chargée d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, traité international qui à ce titre jouit d'une force juridique contraignante, et que ses arrêts ont un caractère obligatoire vis-à-vis des États, la Cour ne peut en aucun cas, contrairement aux juridictions nationales, annuler le droit national. Elle repose donc à ce titre entièrement sur le bon vouloir des États pour la bonne exécution des arrêts et la mise en conformité des normes nationales. D'autant plus que l'organe chargé d'assurer le contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour n'est autre que le comité des ministres du Conseil de l'Europe, constitué des ministres des Affaires étrangères des États membres ou de leurs représentants. Il n'en reste pas moins que la Cour s'est arrogé le super pouvoir d'ordonner aux États des mesures d'exécution, y compris normatives, de plus en plus précises. Par ailleurs, les États, bien sûr avec des exceptions, bien sûr avec une célérité plus ou moins relative, exécutent le plus souvent les arrêts de la Cour. Sur le second questionnement, c'est-à-dire la place de la Convention dans la hiérarchie des normes, tout dépend de quel point de vue l'on souhaite se placer.
D'un point de vue national, notre Constitution dispose que tout traité international s'impose aux lois, mais reste inférieur à la Constitution. Marc nous l'a rappelé tout à l'heure. Du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, en revanche, une norme nationale, toute constitutionnelle qu'elle soit, reste soumise à la Convention et doit donc respecter les droits qui y sont garantis. Après ce bref aperçu des pouvoirs de la Cour, quelle conclusion apporter à notre questionnement crucial du jour? Wonder Woman ou Super Dupont? La première, jouissant d'une force surhumaine, est en outre dotée non seulement de bracelets lui permettant de dévier les balles, mais également d'un fouet magique incassable, ayant le don de faire dire la vérité aux personnes qui l'en servent. Autant d'attributs dont la Cour pourrait rêver, mais qu'elle ne détient malheureusement pas. Aucune force surhumaine lui permettant de contraindre les États à exécuter ses arrêts. Aucun bracelet lui permettant d'écarter d'un revers de main les critiques acerbes et croissantes dont elle fait l'objet depuis une décennie. Aucun fouet magique lui permettant d'intervenir à la vitesse de l'éclair. Sur ce dernier point, d'ailleurs, il faut souligner une faiblesse majeure de la Cour face à la crise du Covid-19. Elle ne sera amenée à se prononcer sur les mesures adoptées pendant l'état d'urgence sanitaire que d'ici 3, 4, 5 ans, voire 10 ans. Soit après que les requérants aient épuisé les voies de recours nationales et patienté des années parfois, que leur recours soit traité à Strasbourg. Il existe bien sûr un fouet, une procédure d'urgence devant la Cour lui permettant d'imposer des mesures provisoires aux États. Toutefois, ces conditions très restrictives d'application, l'existence d'une atteinte imminente, grave et irréversible, la rendent largement inopérante pour contester les mesures de l'état d'urgence sanitaire. Au terme de cette première partie, il semble donc que le modèle de Super Dupont l'emporte. Tout comme lui, si la Cour est certes capable de voler au-dessus des États, elle ne dispose d'aucune force surhumaine ni d'armes magiques, ne pouvant que se fier, comme Super Dupont, qu'à sa maîtrise exceptionnelle de la savate, autrement connue sous le nom de boxe française. Reste à savoir quelle sera la conclusion de notre seconde partie. Quel super méchant doit affronter la Cour? Les États partis à la Convention, bien sûr, États contrevenant aux droits garantis dans la Convention. Au regard de l'ampleur sans précédent des mesures de limitation des droits adoptées par les États, la Cour va avoir fort à faire. D'autant plus que les États, en application de la Convention, seront placés, sinon entre le marteau et l'enclume, du moins entre la savate de Super Dupont et le fouet de Wonder Woman. La savate, tout d'abord. À l'image de Super Dupont, agissant au service des présidents français pour protéger la patrie, la Convention impose aux États des obligations positives, des obligations d'action, de protection du droit à la vie et à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Des requêtes déjà introduites au niveau national pourront donc être portées à Strasbourg en cas d'échec pour dénoncer l'inaction de l'État qui aurait failli à protéger ses droits, droit à la vie en particulier, en ne fournissant pas de masques, de blouses et autres instruments de protection aux soignants, en ne fournissant pas de tests, en ne protégeant pas ses détenus, en n'imposant pas un confinement plus strict, en déconfinant trop tôt, etc. Mais les super méchants devront également subir le fouet. À l'image de Wonder Woman luttant contre les nazis, la Cour devra s'assurer que les limitations apportées aux droits garantis dans la Convention sont bien proportionnées au but légitime poursuivi, à savoir la lutte contre le Covid-19. En effet, ces limitations portent doublement atteinte à notre état de droit. Elles impliquent d'une part un déséquilibre des pouvoirs au profit d'une croissance inquiétante du pouvoir exécutif. L'effacement du Parlement ne sera que très indirectement justiciable devant la Cour à travers l'exigence de qualité de la loi posée par la CEDH. Les graves atteintes au droit à un procès équitable et à la place du juge dans la garantie du droit à la liberté et à la sûreté à travers l'exemple des prolongations automatiques des détentions provisoires ne manqueront pas d'être portées devant la Cour. Elles impliquent d'autre part, ces mesures, une atteinte profonde au pluralisme inhérent à toute démocratie libérale. Atteinte au droit à l'instruction, au droit des élections libres, suppression de la liberté de réunion et de manifestation, limitation drastique de la liberté de circulation, atteinte au droit à la protection des données personnelles, vie privée, vie familiale, liberté d'expression, etc., etc. La Cour devra rester vigilante à l'équilibre, à la ligne de crête entre savate et fouet, entre ces deux impératifs potentiellement contradictoires, à la tentation de sacrifier l'état de droit sur l'autel du droit à la vie, à l'effacement des valeurs de la Convention face à la raison d'État et au nouveau tout-puissant principe de subsidiarité. Pour conclure donc, une mise en garde s'impose. Super Dupont ne doit pas l'emporter face à Wonder Woman. Une chose est sûre, la Cour ne sortira pas indemne de cette crise.
Mais je laisse le soin à notre collègue Yannick Lécuyer de nous en donner son sentiment sur le sujet. Merci beaucoup, Colombine, pour cette séquence vibrante et très imagée. Que puis-je dire? Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de déclamer, même si mon propos se veut transitionnel, que je croyais m'être mis à l'abri des attaques ce soir en ayant pris soin de vous dire que j'inversais l'ordre traditionnel de la hiérarchie des normes en vous mettant le carton bleu au sommet de ma pyramide. Bon, en réalité, même si ça mériterait évidemment un avertissement, cette attaque contre le présentateur pendant un temps de billet qui normalement est réservé à l'usage de tous, j'ai tout de même un échappatoire très commode, c'est que la couleur rouge de la Constitution n'est jamais qu'une couleur que l'éditeur qui figure dessous a choisi de lui associer. Tandis que la couleur bleue est celle que le Conseil de l'Europe lui-même a choisi d'attacher. Donc, comme tu as respecté ton temps de parole, tu échappes de peu à un carton pour attaque personnelle, ou plutôt pour attaque directe, mais je me réserve le droit d'exercer un recours si jamais besoin était. Bon, plus sérieusement, merci beaucoup, hein, Colombine. Je pense que tu as bien planté le décor et il ne reste plus à notre collègue Yannick à enchaîner de plus belle pour que le débat s'installe progressivement.